suis extrêmement heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous annoncer le retour des activités sportives et récréatives organisées. Ce sera un retour progressif, bien sûr, mais aujourd'hui, je peux annoncer à nos enfants, à nos jeunes qu'ils vont enfin pouvoir retrouver leurs coéquipiers et ça, c'est une excellente nouvelle. La situation est encore fragile et on doit continuer de faire preuve d'une vigilance accrue. Cependant, alors que la vaccination suit son cours, on est de plus en plus optimiste qu'on va retrouver dans les prochains mois une vie plus normale. On propose donc aujourd'hui une première série d'allègements importants qui vont faire des heureux, j'en suis certaine. Vous savez, j'ai choisi de faire le saut en politique pour faire en sorte que la population, que les jeunes en particulier, soient plus actifs. Pas besoin de vous dire que j'ai vécu des moments d'énormes déceptions dans les derniers mois, mais après des semaines difficiles, je suis heureuse d'être devant vous aujourd'hui pour enfin donner de bonnes nouvelles. J'annonce donc aujourd'hui le début du retour du sport et des activités récréatives organisées dès le 26 mars. L'annonce d'aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail d'équipe, celle du ministère, celle de la santé publique, celle aussi du milieu du sport et du loisir. Depuis le début de la pandémie, les organismes et les fédérations ont élaboré des plans sanitaires. Sport Québec, le réseau du sport étudiant et l'Association québécoise du loisir municipal nous ont aussi donné un grand coup de main. Et je suis persuadée que le Dr Massé a senti cette mobilisation et je crois que si on est là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à la proactivité du monde du sport et du loisir et peut-être un peu à cause de mon entêtement. J'aimerais toutefois que l'on se rappelle qu'on doit y aller progressivement. Ce n'est qu'en y allant tranquillement qu'on pourra retrouver ces activités qu'on aime tant. Je suis confiante, par contre, qu'on pourra profiter d'un été agréable en cette matière. Évidemment, des mesures sanitaires seront toujours présentes, mais nous devrions être capables de pratiquer plusieurs de nos activités préférées, même si ça veut dire de le faire un peu différemment. Donc, commençons par la zone rouge. Les activités extérieures sans contact demeurent permises pour un maximum de 8 personnes. On peut toujours être accompagné d'un coach, d'un entraîneur qui supervise les activités. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gymnases, les complexes sportifs intérieurs seront maintenant ouverts en zone rouge. Et ça inclut aussi les centres de conditionnement physique. Les activités devront y être pratiquées individuellement, à deux ou avec les occupants d'une même résidence privée, en fonction évidemment d'une capacité d'accueil restreinte. En zone orange maintenant, des groupes de maximum de 8 personnes pourront désormais faire des activités à l'intérieur, mais avec un encadrement obligatoire par une personne responsable du respect des mesures sanitaires en vigueur. Dans tous les cas, nous continuons d'interdire les compétitions, les spectateurs dans toutes les situations. Des groupes de 12 personnes pourront s'adonner à des activités extérieures, évidemment toujours dans le respect des mesures de distanciation. Pour ce qui est du sport et du loisir dans les écoles primaires et secondaires maintenant, on avait déjà annoncé la semaine dernière que les activités parascolaires qui se déroulent à l'intérieur de la bulle classe avant les cours, sur l'heure du midi ou après les cours pouvaient recommencer dès lundi prochain, soit le 15 mars. En zone rouge, ça restera comme ça pour quelques semaines. Évidemment, les cours d'éducation physique à la santé ainsi que les projets pédagogiques particuliers sont toujours autorisés en groupe classe stable seulement. En zone orange, par contre, dès le 26 mars, le parascolaire intra-école est de retour. Pas à 100 j'en conviens, mais on revient un peu plus à la normale. Un maximum de 12 élèves pouvant provenir de différents groupes classes pourra pratiquer des activités extérieures sans contact. À l'intérieur, le nombre maximal sera de 8 personnes. C'est donc exactement la même règle qui s'applique que pour la population en général. Donc, 12 à l'extérieur, 8 à l'intérieur. Même chose pour ce qui est des activités de sport et de loisirs dans les cégeps et les universités. Donc, les règles seront en fonction du palier d'alerte de la région dans lequel l'établissement d'enseignement supérieur est situé. Par ailleurs, peu importe la zone, l'offre de formation en matière de loisirs et de sport dans les programmes offerts par ces établissements d'enseignement supérieur est maintenue. Dans tous les cas, la pratique des activités doit être adaptée pour respecter la distanciation physique de 2 mètres.
Dernier point, les personnes nécessitant un accompagnement, telles que les personnes handicapées ou les personnes de moins de 10 ans, pourront être accompagnées au besoin pour pratiquer une activité. Voilà donc l'essentiel de nos recommandations. Je répète que ces nouvelles consignes seront en vigueur à compter du 26 mars. Comme je le disais, c'est une première phase de déconfinement et c'est un début. D'autres étapes suivront si tout se déroule bien. L'annonce d'aujourd'hui, c'est un retour au jeu pour le sport organisé, mais le plus important, c'est que nos jeunes pourront enfin retrouver leurs coéquipiers. Mais je le rappelle, les prochaines semaines seront déterminantes. C'est le temps de se remettre à l'entraînement pour éventuellement avoir la reprise des matchs. Alors, je vous encourage tous à poursuivre vos efforts dans les derniers mois, à respecter les consignes, parce qu'on y est presque. Et comme le répète souvent le premier ministre, il serait vraiment dommage de baisser la garde rendue dans le dernier droit. Et ça, le dernier droit, je fais référence à mon sport. Je termine en disant un gros merci à toute la population pour votre patience. Je comprends là, que ça a été difficile. Je comprends que vraiment les derniers mois ont été difficiles. On vous en a demandé beaucoup, mais j'ai confiance à 100% que vous êtes capable de respecter les consignes et ça va bien se passer. Merci aussi à tous les partenaires du milieu du loisir et du sport pour votre collaboration, pour votre proactivité habituelle. Je suis excessivement fière de compter sur vous et j'ai vraiment confiance qu'on va se revoir bientôt pour d'autres bonnes nouvelles. Alors, d'ici là, courage, restons prudents et à bientôt. Merci. Merci, Mme Charret. On va commencer avec la période de questions pour les médias francophones qui sont dans la salle. Donc, vous pouvez commencer à vous avancer au micro si vous avez des questions. On va commencer avec le micro numéro 1. Donc, je vous demanderai de, évidemment, vous nommer votre média. On va s'en tenir à une question et une sous-question par journaliste, si possible, sur le sujet du jour. Donc, micro 1. Bonjour, Mme Charret, Annie Guillemette, au 98.5. Est-ce que je comprends bien qu'en zone rouge, l'ajout qu'on fait actuellement, ce sont les sports extérieurs, comme on avait un peu dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes? Non, vous comprenez pas bien. Ce qu'on fait comme ajout en zone rouge, c'est les infrastructures intérieures. Donc, parce qu'on sait que dans les dernières semaines, on pouvait utiliser les patinoires et les piscines. Alors là, les infrastructures, de façon générale, sont ouvertes. Donc, un studio de danse peut être ouvert, mais évidemment, la pratique, c'est en individuel, en diade ou pour une bulle de la même résidence, pour une bulle familiale. J'imagine que je représente peut-être la moyenne des ours. C'est compliqué tout ça. Rouge, orange, intérieur, extérieur, les écoles, le sport organisé. Comment on va faire pour que les gens comprennent et surtout pour que ces mesures-là soient appliquées? Oui. Mais en fait, il n'y a aucune distinction entre le sport scolaire, le sport civil, les loisirs scolaires, les loisirs civils. Ce sont les mêmes règles pour tout le monde. Alors, je pense que déjà là, on vient améliorer la compréhension. Il y a une distinction entre le rouge et l'orange, comme à peu près toutes les mesures. Donc, c'est relativement simple, hein, en zone rouge. Les infrastructures extérieures, on a le droit à 8 personnes, plus quelqu'un qui fait l'encadrement, un coach ou la personne responsable. À l'intérieur, c'est individuellement, en diade ou en bulle familiale. Dans la zone orange, ce sont 12 personnes à l'extérieur, 8 personnes à l'intérieur qui peuvent venir de différentes bulles, mais pour chacune de ces activités-là, la distanciation de 2 mètres est toujours requise. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de spectateurs. Les règles sanitaires sont en place et il y a une personne responsable qui s'assure de l'application de ces règles-là. Merci. Merci. On va y aller au micro 2. Oui, bonjour, Vincent Maisonneuve de Radio-Canada. Si vous pouvez m'expliquer concrètement, par exemple, un jeune qui fait partie d'une équipe de hockey ou partie de groupe de gymnastique, ça va fonctionner comment? Je comprends qu'en zone rouge, ça va être l'entraînement individuel, là, mais en zone orange, par exemple, ça va fonctionner comment? Dans des équipes de hockey qui ont souvent plus de 8 personnes ou en gymnastique, c'est la même chose? Oui.
Bien, à ce moment-là, dans une équipe de hockey, ça devra être des groupes de 8 personnes. Donc, séparer l'équipe en deux pour faire un entraînement. En gymnastique aussi, ce sera un groupe de 8 personnes qui pourra faire l'entraînement. Donc, il y a une adaptation, comme je le disais, là, mais je pense que c'est quand même assez... dans le sens que tous les groupes doivent être de 8 personnes, le respect du 2 mètres, une personne responsable qui s'occupe de l'application des règles avant, après, pendant, du nettoyage des infrastructures. Donc, je pense que c'est quand même relativement simple là, comme application. Et vous avez dit que vous allez réévaluer ça. À quelle fréquence et sur quoi vous allez vous baser pour faire un élargissement des assouplissements, par exemple? Oui, c'est ça. Il faut voir ça comme un plan progressif qui va tenir compte à la fois de l'épidémiologie au niveau québécois. C'est pour ça qu'il y a des changements de zone comme orange et rouge, d'une part. D'autre part, il faut tenir compte de la présence du variant, qui n'est pas partout pareil, mais aussi des taux de vaccination qu'on va avoir dans la population. Fait comme la population va être de plus en plus vaccinée, à ce moment-là, on va pouvoir accroître progressivement. Donc, au fur et à mesure des prochaines semaines, puis là, le délai est encore à déterminer, mais quelques semaines après, on va certainement pouvoir élargir, puis des choses qui sont permises actuellement en zone orange vont devenir permises en zone rouge, comme une forme d'escalier, si vous voulez. Ça va se faire de semaine en semaine, mais en même temps, il faut tenir compte de la situation épidémiologique. Si on suit le fil du temps, on peut se rendre compte que, rendu au mois de juin, on devrait avoir une majorité de la population québécoise qui va être vaccinée. Pas les jeunes, cependant, parce qu'on ne peut pas utiliser le vaccin encore, mais ça veut dire que ça va nous permettre d'être beaucoup plus permissifs. Puis à ce moment-là, probablement faire la majorité de nos activités, mais avec des modifications, donc adaptées par rapport à une nouvelle réalité, si on veut. Là. Mais à ce moment-là, on peut voir un déconfinement progressif au cours des prochaines semaines, comme l'a mentionné Mme Charret. Merci. Je ne vois pas de questions dans la salle pour les journalistes qui sont présents physiquement, donc on va passer aux questions via la plateforme Zoom. Je demanderai aux journalistes qui ne prennent pas la parole là, de fermer leur micro, ouvrir juste votre micro quand je vous nomme. On va commencer avec Geneviève Lajoie du Journal de Québec. Entendez-vous bien? Là, oui. Parfait, merci. Écoutez, est-ce que là, on comprend que c'est le retour donc des entraînements, notamment en zone orange, en plus petits groupes. Est-ce que vous pouvez quand même nous prédire, en tout cas, ou nous donner une petite idée de la possibilité du retour des matchs? Parce que les jeunes adorent s'entraîner, mais surtout jouer. Oui, bien, je pense que le docteur Massé a bien répondu à l'évolution du plan qu'on a actuellement. C'est sûr que l'objectif, c'est le plus rapidement possible de pouvoir reprendre les matchs, de pouvoir reprendre une forme d'entraînement aussi plus complète pour les sports de combat, entre autres. Donc, c'est sûr qu'on va voir l'évolution des prochaines semaines. On va voir l'évolution de la vaccination et tout. Mais voilà, peut-être que Dr. Massé, si vous voulez compléter. Moi, je pense que déjà, le fait que les gens puissent commencer maintenant à s'entraîner en zone orange en petite équipe, ce qui est un format relativement normal, c'est pas inhabituel de faire ça. Même les joueurs professionnels commencent à s'entraîner en petite équipe, puis d'y augmenter progressivement. On va aller vers le retour au jeu, donc vraiment au sport comme les gens le connaissent, mais avec, encore une fois, avec certainement des modifications qui vont être prêtes au cours des prochains mois. Donc, encore une fois, on n'a pas un agenda fermé à ce stade-ci, mais on peut prévoir que d'ici 2-3 mois, on devrait être beaucoup plus loin dans le retour à la vie, je vais l'appeler plus normale ou quasi-normale pour le sport, en tout cas. Mm-hmm. Mais je pense que Dr. Massé a un point super important. Je pense que ce qui est important de se rappeler aujourd'hui, c'est que les jeunes peuvent reprendre une activation ou une remise en forme pour justement être prêts quand la saison sera lancée de façon plus normale, entre guillemets. Mais le fait de pouvoir s'entraîner en groupe, évidemment, va faire en sorte d'augmenter la motivation de beaucoup. Puis, il ne s'empêche pas de se lancer des défis. Hein, bon, c'est sûr que moi, j'ai un passé d'athlète où on a fait beaucoup d'entraînements hors glace. J'en ai fait beaucoup de rassemblements au Parc Maisonneuve où on s'entraînait tout l'été à faire d'autres formes d'entraînement. Mais évidemment, cette forme d'entraînement-là fait en sorte qu'on est prêt pour la saison, puis qu'on évolue, puis qu'on avance. Donc, c'est pas parce que les matchs ne sont pas repris
que ça ne vaut pas la peine de faire l'activation puis de reprendre l'entraînement. Alors, j'encourage beaucoup les organisations sportives, les coachs, les loisirs aussi, évidemment, d'avoir une reprise adaptée, une forme qui est différente, puis en même temps, vous pouvez développer d'autres compétences, mais qui vont très certainement vous servir, puis probablement faire en sorte que vous serez un meilleur athlète par la suite. Mon autre question s'adresse peut-être plus au Dr Massé. La pression est forte, hein? La pression a été forte dans les dernières semaines pour la reprise, justement, des activités sportives. On a senti même que le gouvernement souhaitait aller plus vite, mais on avait l'impression que Mme Charest était toujours pris avec, justement, la décision de la santé publique. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'exprimait. Qu'est-ce qui vous empêchait de donner le feu vert à ce que vous donnez aujourd'hui pour le sport? On a eu une augmentation, une deuxième vague qui a été relativement importante, même si du point de vue de l'impact sur les décès et les hospitalisations, ça a été moins dommageable, si on peut dire. C'est toujours très dommageable, mais peut-être une ampleur moindre que ce qu'on a eu au printemps dernier. Ceci dit, on a eu l'apparition de variants au Québec et ce qu'on a vu en Europe, qu'on voit en Europe, c'est que les niveaux de transmission sont plus importants avec les nouveaux variants qui sont apparus, sont présents chez nous. Et ça nous a rendu relativement comme prudents, même si on voyait que les taux ont diminué depuis le mois de janvier. Puis là, je dois dire que bravo, les Québécois ont eu un comportement, on peut le qualifier de relativement exemplaire. Dans la plupart des cas, les gens ont respecté les consignes et ça a permis d'abaisser vraiment la transmission. Mais, donc, cette situation-là, pour nous, devait être stable et puis devait être là pour plusieurs semaines. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est se lancer dans une troisième vague avant qu'on ait, vraiment stabilisé les choses. Ça prend plusieurs semaines de stabilité. Et on voulait déjà donner de l'oxygène avec la semaine de relâche. Et ça, c'était important pour nous. C'était important aussi de voir l'impact de la semaine de relâche. Puis là, on va voir dans les prochaines semaines aussi comment est-ce que les choses se passent. On veut aller très, très progressivement. Vous comprendrez la prudence. Fait que nous, de côté, on avait, oui, effectivement, beaucoup de pression puis de demandes de la part de Mme Charest, mais pas seulement de Mme Charest, là, pour dire, puis on le comprend parce qu'il y a des enjeux de santé mentale, il y a les enjeux de mobilisation, il y a une certaine forme de décrochage. Donc, il y a beaucoup de tensions. Mais en même temps, nous, on doit équilibrer de l'autre côté en disant, oui, il y a ces enjeux de santé mentale, puis de besoin des gens de reprendre leurs activités. C'est essentiel. On en est très, très conscients. Mais aussi, on a toute la protection des personnes plus vulnérables qui ne sont pas encore énormément vaccinés. On a les gens plus âgés, mais les autres, pas encore. Donc, c'est cet équilibre fragile-là et on doit composer. Puis la façon de composer, c'est d'y aller au micro-ajustement ou aux ajustements qui sont plus fins. D'aucuns les voudraient plus gros, mais c'est ce difficile équilibre-là que tous les gens de santé publique à travers la planète ont à jauger actuellement. Donc, on est dans cet équilibre-là et c'est normal. Et puis, je pense que les gens comprennent qu'on soit prudent et puis qu'on veuille pas prendre de chance avec les gens les plus vulnérables, mais en même temps qu'on équilibre de l'autre côté. Il faut vraiment voir ça comme une balance de risque, là, une gestion de risque par rapport à l'ensemble de la population, pas seulement par rapport à des gens qui ont des besoins puis qui ne se sentent pas à risque, mais par rapport à l'ensemble de la population. On va y aller avec Claudie Côté de TVA. Bonjour à vous deux. Madame Charest et peut-être M. Massé pour répondre par la suite, vous dites que vous permettez le sport de façon progressive, de façon graduelle. Vous êtes resté très évasive sur une possible reprise des parties cet été ou du moins dans les prochains mois. Mais est-ce qu'on se donne rendez-vous dans combien de temps, en fait, pour savoir si on pourra déconfiner davantage, permettre la reprise de sport en zone rouge, par exemple?
Oui, bien, en fait, ça, c'est toujours une question hypothétique, à savoir comment les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines vont évoluer. Évidemment, c'est toujours en fonction, justement, de l'évolution. Donc, on ne peut pas donner de date. Par contre, on a confiance, et c'est ce que je disais dans mon allocution, avec l'évolution à la fois de la vaccination, bon, puis on comprend mieux les variants et tout ça, puis le docteur Massé pourra plus s'exprimer là-dessus. On a confiance que ça va quand même pouvoir évoluer, le déconfinement du sport va quand même pouvoir évoluer rapidement. Mais là, dans un premier temps, je pense que ce qui pour moi, puis pour en fait tout le secteur des loisirs et du sport, ce qui est important, c'était de pouvoir faire en sorte d'avoir une ouverture générale, de sorte qu'on ne faisait pas de distinction entre les disciplines sportives. Ça, je pense que c'était très important parce que le judo peut reprendre, évidemment, en respectant les règles de distanciation. Donc, évidemment, il n'y a pas de contact pour l'entraînement, mais un club de judo peut très bien s'entraîner à 8 personnes et le faire dans le respect des mesures sanitaires. Alors, pour nous, c'est important de faire en sorte que chacun puisse adapter sa pratique en fonction de leur discipline, mais de ne pas ouvrir une discipline une à une et de limiter une discipline qui pourrait tout à fait s'adapter. Alors, je pense que la nouvelle d'aujourd'hui est facile d'application parce que ça concerne tout le monde, toutes les installations, évidemment avec un degré variable selon la zone où les participants se trouvent, mais je pense que ça, c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Alors, un gros merci à la santé publique qui, je pense, ont entendu le message qu'on voulait vraiment, d'une part, faire confiance au milieu parce que je pense que les gens sont capables de prendre la responsabilité d'organiser leurs pratiques sportives de façon sécuritaire. Alors ça, c'est une marque de confiance immense dans le milieu. Donc, évidemment, les responsables ont une grande responsabilité sur les épaules, mais j'ai tout à fait confiance que ça va se faire de façon sécuritaire et que ça va faire en sorte qu'on pourra le plus rapidement possible évoluer dans le déconfinement, puis le plus rapidement possible y arriver à des matchs ou à évidemment des compétitions, des allègements plus importants. Alors, je suis très optimiste dans ce sens-là. Ma seconde question, simplement, est-ce que j'ai bien compris que les gyms, donc les centres de conditionnement, vont pouvoir ouvrir même en zone rouge et aussi en zone rouge, activité à l'extérieur à 8 personnes, c'est donc dire que, par exemple, on pourrait jouer au hockey à l'extérieur, une équipe de hockey pourrait s'entraîner à l'extérieur, simplement pour bien comprendre à niveau d'allègement en zone rouge. Oui, les centres de conditionnement physique peuvent ouvrir en zone rouge, donc les entraînements peuvent se faire de façon individuelle, en diade ou en bulle familiale. Les entraînements de hockey à l'extérieur peuvent se reprendre, mais les matchs ne sont pas permis. Donc, un entraînement où on respecte le 2 mètres en tout temps, c'est très possible. En fait, c'est pas très possible, c'est possible. On va y aller avec Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Madame la ministre, je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris. Pour ce qui est du sport de plus haut niveau, par exemple le hockey pee-wee, bantam, etc., est-ce qu'il y a des accommodements qui sont faits spécifiquement pour ces jeunes-là pour leur permettre de progresser, surtout considérant qu'il y en a beaucoup qui étaient en année de repêchage et qui n'ont pas vraiment eu la chance de faire des matchs là, pour prouver leur qualité, leur valeur? Est-ce que ce sont les mêmes règles ou il y a un accommodement spécial pour eux? Les règles prévalent pour toutes les disciplines sportives. Donc, encore une fois, que ce soit de catégorie pee-wee, que ce soit de catégorie senior, ce sont les mêmes règles pour justement que ce soit applicable à tous. Et évidemment, puis vous parlez là, du repêchage et tout ça, c'est la même situation pour tous les sports. Donc, le hockey n'est pas exceptionnel, c'est la même situation. Donc, maintenant, avec la situation épidémiologique qu'on a,
la santé publique nous permet de reprendre l'entraînement et puis dans un deuxième temps ou un troisième temps, on pourra reprendre les matchs. Mais là, dans un premier temps, on peut reprendre l'entraînement, donc retrouver ses coéquipiers. Puis comme je le disais tantôt, il y a tout à fait lieu de se lancer des défis d'autres façons. Donc, je pense que les gens du hockey ou les gens de toutes les disciplines sportives ont beaucoup d'imagination puis ils sont capables de motiver leurs jeunes à la reprise puis à se lancer des défis puis à se surpasser. Merci. Puis vous avez aussi parlé des entraînements intra-école. Est-ce qu'il y a des possibilités aussi pour les jeunes de faire ça inter-école pour se rapprocher peut-être d'un milieu plus similaire à ce qu'ils avaient avant avec des matchs à partir du moment où les jeunes restent dans la même zone de couleur orange ou rouge? Dans un premier temps, c'est du intra-école. Puis là, il faut comprendre que la pertinence d'aller dans l'inter-école à partir du moment que les matchs ne sont pas permis, donc c'est pas nécessairement pertinent, mais de toute façon, c'est du intra-école pour le moment, en entraînement, puis éventuellement, ben on verra la progression. Dr. Massé a une précision. Oui, vous avez raison, tout à fait que c'est pas inter-école. Par contre, actuellement, c'est intra-classe. Et puis, en zone orange, on va pouvoir faire interclasse. Donc, on va revenir beaucoup plus comme c'était avant, où est-ce qu'il y avait une combinaison d'élèves de différentes classes. Donc, en zone orange, ça va être autorisé. Si je peux me permettre sur la question antérieure, juste rajouter un élément d'information. On voulait vraiment que l'ouverture se fasse la même chose en milieu scolaire que dans les milieux de sport organisés, que dans la société civile. Puis aussi pour le sport, mais aussi pour les loisirs, il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas nécessairement au hockey ou au baseball ou au soccer, mais qui font de la musique, qui font du théâtre, qui ont d'autres activités. Et on voulait aussi que les plateaux puissent être ouverts pour les gens qui font de la danse, du yoga ou toutes sortes d'autres activités. On trouvait ça vraiment important que ce soit des activités sur un très large plateau qui puissent être ouverts. Et puis, pas faire des exceptions, ça devenait très, très difficile à gérer puis à justifier. Donc, beaucoup plus équitable comme type d'approche pour l'ensemble de la population. Très bon point. On va passer à Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. La question était sur les spectateurs, peut-être plus M. Massé. Si on peut en avoir dans les cinémas, on peut en avoir évidemment, on parle des zones oranges, dans les salles de spectacle. Pourquoi pas en avoir pour le sport avec distanciation et masque et tout ça? Oui. On a eu ça à l'automne jusqu'à temps que ça pose différents enjeux et je crois qu'on va y revenir, mais on n'est pas prêt nécessairement maintenant. Donc, pour maintenant, c'est sûr que c'est 100 spectateurs, mais je suis convaincu que ce que vous proposez, c'est quelque chose qui va arriver dans des phases ultérieures. Merci. Mon autre question était pour Mme la ministre. Vous avez souligné vous-même votre entêtement. Est-ce que ça vous a heurté qu'on dise que vous n'étiez pas assez active dans ce dossier-là? En fait, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes reprennent leur activité. C'est pas le genre de... ce que l'opposition, parce que c'est surtout l'opposition qui a émis ce commentaire-là, ou non, c'est vrai, il y a des gens de la population en général qui l'ont dit aussi. Moi, je sais le travail que je fais, je sais le travail que j'ai à faire. L'objectif, c'est pas de me faire du capital politique. L'objectif, c'est de faire en sorte que nos athlètes puissent reprendre l'activité. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé, c'est dans ce sens-là que j'ai été en contact très étroit avec la santé publique. Et c'était pas pour faire plaisir aux gens qui pensaient peut-être que je travaillais pas assez, mais vraiment pour faire en sorte que les jeunes puissent reprendre leur activité physique le plus rapidement possible. Merci. Merci. On va passer à Alexandre Pratt de La Presse. Oui, bonjour, Madame Charret. Je voulais savoir, tantôt, vous avez parlé d'un été agréable et que des sports étaient pour devoir réviser certains protocoles. Êtes-vous satisfaite présentement avec les protocoles au baseball et au soccer où il y a eu, à ce que je sache, aucune éclosion l'été dernier? Et êtes-vous confiant qu'il y ait des parties cet été pour ces deux sports?
Bien, oui, on est satisfait des protocoles qui ont été mis en place par les différentes fédérations. Puis on l'a vu l'été dernier, effectivement, ça s'est bien passé. Donc, moi, je suis confiante que dans les prochains mois, ça va très bien évoluer. Évidemment, il y a toute la notion de vaccination qui va être élargie, qui va faire en sorte que, d'une part, la clientèle vulnérable sera protégée, puis ultimement, ce sera pas mal tout le monde qui sera protégé. Alors, je pense qu'il va y avoir effectivement des matchs quand même relativement bientôt. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a une bonne évolution, puis le Dr Massé veut en ajouter. En fait, non seulement on est très content des protocoles puis de l'organisation autour, puis c'est un des facteurs qui permet la reprise, mais on est dépendant des gens qui vont faire des activités de toutes sortes, des fois sans protocole, parce qu'il y en a beaucoup dans la société civile qui font du sport, qui utilisent les plateaux, beaucoup, puis qui ne sont pas nécessairement dans une organisation structurée. Puis là, c'est une demande, dans le fond, de votre part. Si on veut être capable de maintenir ces activités-là, puis de continuer à ouvrir, il faut absolument que les gens fassent attention, qu'ils respectent les recommandations. Parce que s'il y a un laisser-aller, comme on a eu des fois, puis là, je parle du sport sans protocole pour que les gens ont fait. Et là, on a eu des débordements au courant de l'automne. On a eu des éclosions. Et donc, ça, c'est à éviter. Fait que autant les protocoles sont bons, puis les gens qui les appliquent le font très bien, autant on veut être sûr que tout le monde se donne la main pour respecter les consignes, justement pour éviter que ces phénomènes-là se produisent. Et ma deuxième question pour le Dr Massé. Dans plusieurs États, notamment aux États-Unis, c'est possible de jouer au hockey. Le compromis qui a été trouvé, c'est que les jeunes doivent porter des masques en temps de match. C'est interdit présentement au Québec. Quelle est la raison pour laquelle la santé publique, en fait, ne recommande pas le port du masque dans le cadre d'un match? Bien, actuellement, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé parce qu'on n'est pas dans une situation pour faire des matchs, donc on n'a pas de match. Mais dans la mesure où est-ce qu'on va reprendre les matchs, c'est certain que ça va être des choses qui vont être regardées, qui vont être considérées, dans la mesure où c'est possible, parce que c'est peut-être pas possible facilement partout, mais c'est certainement pas une chose qui est exclue. Quand on disait qu'il va falloir redéfinir nos façons de faire les choses, peut-être que dans une période transitoire, il y a des modifications qui vont devoir intervenir. Mais encore une fois, quand on va être prêt à refaire des joutes et des matchs, c'est pas maintenant, mais ça devrait être dans quelques mois, comme j'ai mentionné tantôt. C'est ce qui fait le tour pour les questions en français. Je pense qu'on a un journaliste anglophone dans la salle qui veut poser une question. Si c'est le cas, je vous demanderai de vous avancer au micro. Bonjour à vous deux. Andrew Brennan, CTV. Madame Charret, j'aimerais savoir, Madame Charret, vous avez déjà dit cela, mais vous parlez de patients, surtout les jeunes athlètes. Que ce soit le hockey ou des sports de grande performance, ou ceux qui en veulent faire davantage, et vous demandez encore à ces gens de faire preuve de patience. Maintenant, les règles sont faciles à suivre. Chacun est sur le même régime, 8 ou 12 personnes, mais il y a des gens qui veulent se rendre aux Jeux olympiques, qui doivent se former, ou ils sont boxeurs, ou quelqu'un qui joue au hockey, ou les jeunes qu'on a vus à Québec la semaine dernière. Que leur dites-vous? Ils veulent retrouver leur sport. Que leur dites-vous pour renforcer leur patience? Réponse. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. Nous allons rouvrir le 26 mars, donc les sports organisés. Donc, pour une chose, les athlètes peuvent retrouver leurs collègues, leurs camarades, leurs coéquipiers et avoir un environnement qui est un peu plus motivant. Ils peuvent reprendre les activités. C'est une première étape, je le concède, mais c'est une grande première étape de franchie. Et cela montre que nous sommes sur la bonne voie.
et que cela va se produire assez bientôt. Il y a un exemple dont j'aimerais vous parler. Il y a des gens qui pourraient penser que parce qu'ils étaient inactifs ou ils n'ont pas eu le même niveau d'entraînement, la même intensité, ils n'étaient pas sur la glace, par exemple, qu'ils allaient perdre dans les événements suivants, les événements compétitifs, par exemple. Rappelez-vous Laurent Dubreuil, qui a été consacré champion du monde il y a quelques semaines. Il a été sur la glace peut-être une vingtaine de fois l'année dernière. C'est un peu comme une année régulière pendant 2 semaines. Mais ça, c'était pour les 12 mois. Donc, tout cet entraînement qu'il a fait à l'extérieur de la glace et hors glace, avec ses partenaires d'entraînement et tout cela, lui a permis d'être compétitif et donc le meilleur patineur au monde. Donc, je pense que le genre d'entraînement dans les semaines à venir vont les préparer. Bien sûr, ils veulent jouer, ils veulent participer à des compétitions. C'est normal, c'est l'objectif d'un grand nombre d'athlètes. Mais cette première étape est positive. Ils ne vont pas s'entraîner pour rien, mais pour une meilleure performance dans les prochaines étapes. Question. J'ai une deuxième question pour vous. Donc, docteur, vous avez déjà dit que vous songiez que nous pourrions voir beaucoup plus de gens vaccinés, surtout d'ici juin. Maintenant que les pharmacies pourront être des pôles de vaccination, à quel point la cadence va-t-elle s'accélérer? Et pour vous deux, vous avez donc évoqué une deuxième ou une troisième annonce pour les sports organisés d'ici 2 ou 3 semaines? Réponse. Nous aurons certainement des possibilités pour ce printemps. Nous devrions avoir 7 millions de doses de vaccins d'ici la fin juin. Cela va nous permettre de vacciner jusqu'à 75% de la population, du moins avec une première dose, et une certaine partie avec une deuxième dose. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y aura plus de vaccins? Oui, c'est possible. Certaines compagnies ont dit qu'ils pourraient probablement offrir ces vaccins, et cela pourrait augmenter le taux d'immunisation. Et nous allons nous efforcer d'organiser les centres de vaccination le plus rapidement possible. Et cela pourra certainement propulser les activités que vous évoquez. À quelle vitesse? C'est difficile à dire. Cela nous prend au moins 2 semaines avant de voir un changement quand vous opérez une transition d'une situation à une autre. Donc, c'est au moins 2 semaines de délai, juste pour voir l'impact de ce que vous avez fait et s'assurer que tout se déroule bien. Donc, par mesure de prudence, cela pourrait être un peu plus entre les étapes, peut-être entre 2 et 4 semaines entre les différentes étapes de déconfinement ou d'allègement qu'on va opérer. Ce sont les discussions que nous avons entre nous. Je peux vous assurer qu'on en a beaucoup parlé depuis quelques semaines et nous allons continuer de voir à quelle vitesse on peut rouvrir pour que dès cet été, on pourrait retrouver un niveau d'activité qui s'approchera de la normale. Pour les médias anglophones dans la salle, on va passer à ceux qui sont sur Zoom. Donc, Philippe Autier de Gazette. Voilà donc pour cette annonce du gouvernement du Québec concernant le déconfinement progressif des sports. Alors, il y a beaucoup de modalités. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça se fait à partir du 26 mars. C'est un vendredi, je pense, le 26 mars. Les activités sportives, quand elles sont permises, doivent se faire à 2 mètres de distance et sans contact et pas de match non plus ne sont permis. Ça, ce sont les 4 modalités. 26 mars, pas de match, pas de contact, 2 mètres de distance qu'il faut retenir de façon générale. Maintenant, ça se module selon la zone. Si vous êtes en zone rouge, les sports peuvent se pratiquer à l'extérieur par 8 personnes. 8 personnes à l'extérieur. À l'intérieur, 1 personne en duo ou dans la bulle familiale. Et les centres de conditionnement physique, les gyms, ça c'est aussi la nouvelle de la journée, vont pouvoir rouvrir en zone rouge. En zone orange, il y a un peu plus de permission, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, 12 personnes peuvent pratiquer un sport
Et à l'intérieur, c'est 8 personnes. Mais toujours pas de contact, toujours à 2 mètres de distance et toujours pas de match. Alors, c'est le début du confinement, c'est progressif. On ne vous dit pas tel sport peut recommencer avec un calendrier. On vous dit il y a des mesures à appliquer pour toutes les reprises de sport, mais on commence graduellement à déconfiner les sports. Ça veut dire qu'une équipe de hockey, par exemple en zone orange, à 8 personnes pourrait, sur une patinoire, commencer l'entraînement, se pratiquer à 2 mètres de distance évidemment, mais ne pas entreprendre les matchs. Alors, c'est un premier pas. Il y en aura d'autres à venir au cours des prochaines semaines.